Alors que tous laissaient à croire que Rafael Nadal allait remporter son 21e match consécutif depuis le début de la saison, qu'il allait remporter son premier Master 1000 cette année, qu'il allait continuer sa série dantesque, et bah non, Taylor Fritz a réussi à créer la surprise monstrueuse en allant gagner Indian Wells. Définitivement, Indian Wells restera un tournoi dans les annales entre Cameron Norrie il y a 4 mois et Fritz. Maintenant, c'est une énorme surprise encore une fois, ce qui montre encore que les Master 1000 sont de plus en plus ouverts. En attendant peut-être les grands chelems, dans 4-5 ans, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors on n'a pas eu la plus belle finale de l'année, ça je vous le garantis, c'est même pas une finale très belle sur le plan tennistique, mais ô combien importante sur le plan mental, et on va tout de suite se pencher dessus, sur cette finale un petit peu étrange, comme j'ai dit, parce qu'on a eu un contexte avant-finale assez dingue, mine de rien. Il faut revenir sur le contexte. Andrei Rublev jouait cette demi-finale contre Taylor Fritz, et dans le dernier jeu de ce match, Taylor Fritz demande à appeler le kiné car il a ressenti comme une piqûre d'un coup, je crois au mollet gauche ou droit, je sais plus trop, mais en tout cas il a ressenti une piqûre d'un coup, et il a dit après en gagnant le match, bon du coup il n'y a pas le kiné qui est venu et tout, mais il a dit qu'il était vraiment pas très optimiste pour la finale. Il a dit je verrai comment ça se passe, mais il n'est pas heureux pour quelqu'un qui se qualifie pour sa première finale en carrière de Master 1000, qui le plus en plus est chez lui, parce qu'il est californien, donc c'était vraiment assez bizarre. D'ailleurs, on a eu Nadal derrière qui s'impose contre Alcaraz. On en parlera justement après de ce match d'Alcaraz-Nadal dans des conditions dantesques, aussi absolument dingues, avec un vent qui empêchait quasiment de jouer. Il fallait juste mettre la balle au milieu et la balle pouvait partir à droite ou à gauche. C'était absolument fou. Donc, on arrive le jour de la finale et on ne sait même pas si Fritz va se présenter sur le court. On a le final avant dame entre Swiatek et Sakkari. Swiatek qui va encore gagner d'ailleurs sa finale, encore une finale remportée, 4 finales sur 5 pour Swiatek qui écrase encore une fois son adversaire, voilà, qui va être deuxième mondial. Bravo pour Iga Swiatek, c'était le petit parallèle avec le tennis féminin. D'ailleurs le tennis féminin qui se retrouvera à Miami aussi comme pour le tennis masculin. Voilà, Miami, Indian Wells, les deux sont ensemble, c'est très bien. Je trouve ça que c'est bien quand même les Master 1000 où on a et le féminin et le masculin. Et donc on se retrouve avec Fritz qui avorte son entraînement d'avant-match. Il joue je crois que 7 minutes avant d'arrêter et voilà, on se pose la question, on se dit mais est-ce qu'il va pouvoir rentrer sur le court? Et puis on sait qu'il joue Rafael Nadal et que quand tu dois jouer Rafael Nadal, si t'es pas à 100% sur le court, il y a quand même un gros problème. Déjà à 100% sur le court c'est compliqué, mais alors si t'es à 50, 60% c'est encore plus compliqué. Et du coup il se présente sur le court, voilà très bien, on se présente sur le court, l'échauffement et tout. Et puis là, coup de théâtre, Fritz va très vite mener 4-0 et on a plus l'impression que c'est Nadal qui cette fois-ci est blessé et pas Taylor Fritz. C'est absolument fou, c'est absolument dingue. Vraiment c'était assez bizarre de voir direct 4-0 pour Fritz très vite, hein, en même pas un quart d'heure de jeu. Nadal qui semblait abattu, qui semblait qu'il n'y avait aucune solution, qui semblait vraiment sur le court patraque, il était vraiment pas bien sur le court. Fritz, lui, bah, il en profite, hein, évidemment, il en profite bien. Il remporte son premier set 6-3, alors qu'il a quand même un petit peu craqué dans le jeu à 5-2. D'ailleurs, il remporte quand même 6-3. Nadal là, qui va faire une pause de 7 minutes pour aller se soigner. Il y a le kiné qui vient, il y a le docteur qui vient. Et ben, voilà, il y a toutes ces questions-là. Il sort du court et là, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Surtout que Nadal, on sait très bien qu'Indian Wells, c'est pas pour faire injure au tournoi, mais il en a rien à foutre par rapport à ce qui va arriver juste après. C'est-à-dire après, c'est Monte Carlo, Madrid, enfin Barcelone, Madrid, Rome et évidemment Roland Garros. Et s'il a une mini chance, enfin une minimale chance de se blesser sur ce match et de ne pas pouvoir faire Roland Garros, évidemment qu'il va tout de suite abandonner, je pense, à ce moment-là. Je pense qu'il va abandonner, beaucoup pensent que Nadal va abandonner à ce moment-là, que ça va se terminer très vite. Et bah non, parce que Nadal c'est un grand champion, c'est une légende de ce sport déjà, on peut le dire. Normalement les légendes c'est ceux qui ne jouent plus, mais bon on peut déjà dire que c'est une légende de ce sport. Nadal va se battre avec les armes qu'il a, et c'est là que ça va devenir très dur pour Fritz, parce que Fritz sait très bien que Nadal il n'est pas bien en face, c'est pas le grand Rafael Nadal, et il sait très bien, il n'est pas bête, hein, il sait très bien qu'il a une chance énorme de remporter chez lui, à domicile, son premier Master 1000 en carrière. Une performance que Casper Ruud n'a pas fait, que Matteo Berrettini n'a pas fait, que Andrei Rublev n'a pas fait, voilà, qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça qui ne l'ont pas fait, que Nick Kyrgios même n'a pas fait, que Schwartzman n'a pas fait. Il y a plein de joueurs qui n'ont pas remporté de Master 1000 et lui il se dit là je peux remporter mon premier Master 1000 chez moi. Et là il se met un petit peu la pression, il s'est breaké très vite dans le deuxième set, il est mené 2-1 break, il arrive à débreaker dans la foulée. Et là, ça devient un petit peu foufou, un petit peu, voilà, les jeux deviennent très serrés. Nadal qui se procure beaucoup de balles de break et qui n'arrive pas à breaker, c'est vraiment un gros problème pour Rafael Nadal. Déjà, c'était un problème contre Alcaraz, il a eu beaucoup de balles de break avant de breaker, mais il a vraiment eu beaucoup d'occasions de break avec très peu de convertis.
Ça a été un problème pour Rafael Nadal cette semaine. Son Rafael Nadal n'a pas été très très bon cette semaine, il faut le dire. Mais il va quand même en finale, c'est absolument dingue. On arrive à 5-4 pour Fritz. À 5-4, Fritz se procure une balle de match sauvée par Rafael Nadal. Nadal qui derrière se procure 2 balles de break à 5 partout. Et on se dit là, attention, on peut avoir un hold-up incroyable. Nadal qui derrière peut remporter 7-5. Et puis derrière, Fritz va s'écrouler et puis prendre 6-2. N'importe quoi, Fritz va être très très solide sur ces 2 balles de break sauvées. Il va remporter ce jeu 6-5. Nadal va aller accrocher le tie-break. Et tie-break, Nadal qui était à 7 sur 8 tie-break remporté. Fritz à 6 sur 8 tie-break remporté. Donc 2 joueurs qui maîtrisent et qui aiment bien les tie-breaks, on pouvait le dire à ce moment-là. Et Fritz qui va être très solide sur ce tie-break. Pourtant Nadal qui a mené 5-4. 2 services à suivre pour remporter ce set. Nadal qui a eu, comment dire, qui a eu 2 services pour pouvoir remporter le set et revenir à 2 sets partout, j'allais dire. Revenir à 1 set partout. Il n'a pas pu le faire et Fritz qui s'impose solide. Taylor Fritz très solide dans la tête. Parce que c'était vraiment pas facile de battre Nadal qui le savait diminuer. Et souvent quand un joueur est diminué c'est encore plus dangereux. Parce qu'il ne faut pas non plus soi-même se relâcher la pression. Parce que justement le joueur qui est diminué peut se relâcher et se dire bon allez c'est bon de toute façon perdu pour perdu j'y vais. Le joueur en face il se tend et puis on peut terminer sur un match piège, très piège. Je me souviens de Fabio Fognini, Albert Montanes à Roland Garros où Fognini n'avait même plus à servir. Il servait à la cuillère, il faisait des fautes de pied. Et ils avaient des crampes de partout et Montanet a réussi à perdre parce qu'il s'est mis dans la tête qu'il fallait faire bouger, il s'est mis dans la tête que Fognini était mort, que c'était gagné et puis bah non c'était pas gagné du coup. C'est très compliqué de jouer contre des joueurs blessés à chaque fois, c'est vraiment très compliqué. Mais là Fritz s'en est très bien sorti, le premier grand titre de sa carrière on peut le dire, un premier grand titre qui montre encore une fois que les Master 1000, le Big Free c'est plus compliqué pour les gagner. Sur les matchs en 2-7 gagnants, on voit qu'il laisse un peu plus passer les matchs, il laisse un peu plus les jeunes gagner les matchs. En Grand Chelem, évidemment, c'est une autre histoire. En Grand Chelem, ça reste toujours leur propriété. Leur propriété pour Nadal, pour Djokovic, pour Federer un peu moins en ce moment, mais pour Nadal et pour Djokovic, ça reste vraiment leur propriété, ces Grand Chelem. Et les Master 1000, voilà, bon, il ne revient pas sur Djokovic au nombre de Master 1000, mais pour lui, est-ce que ça compte vraiment? Est-ce qu'il a vraiment pensé? Je ne pense pas. Je pense que là, les deux, ils pensent plus au Grand Chelem qu'au Master 1000. Même si le Master 1000, ça pourrait compter. Mine de rien, s'ils arrivent ex aequo au Grand Chelem, on pourrait peut-être après comptabiliser sur qui est le GOAT, entre guillemets, sur les Master 1000. Même si pour moi, les trois, à leur manière, c'est des GOAT. Hein. Pour moi, les trois ont créé quelque chose de dingue. Quelque chose qui n'arrivera peut-être pas avant de très nombreuses années. Déjà, avoir Sampras qui faisait 14 Grand Chelem, qui a été battu par 3 joueurs quasiment de la même génération, c'est colossal. C'est colossal. Alcaraz, on va parler d'Alcaraz qui lui peut-être peut aller remporter une dizaine de grands chelems, enfin plus ça va être compliqué, enfin de toute façon on s'avance pas trop, déjà il faut remporter un grand chelem, mais Alcaraz qui a un rendez-vous qui prie avec Rafael Nadal sur terre battue je pense parce que il avait joué à Madrid contre Rafael Nadal l'année dernière, il s'était fait écraser par Rafael Nadal évidemment, c'était sa première fois contre Rafael Nadal, c'est son idole, donc il était c'était un petit peu l'enfant face à l'adulte, face à Rafael Nadal, il s'est fait totalement bouffer. Et là, on a eu vraiment le joueur de tennis, Carlos Alcaraz, pas le fan. On a eu le joueur de tennis, Carlos Alcaraz, contre le joueur de tennis, Rafael Nadal. Avec un Alcaraz qui a très bien commencé ce match, qui break d'entrée. Et on se dit, attention, il est en train de prendre Nadal de vitesse, c'est pas mal ce qu'il fait. Mais face à Nadal, on sait très bien que ce que tu fais au tout début, il faut réussir à le faire sur 2 heures, sur 3 heures, sur 3 heures et demie. Et c'est là que c'est compliqué. Surtout avec un deuxième set où à partir du milieu de deuxième set, c'est parti totalement vrille avec le vent qui n'arrêtait pas de tourner. Ils n'arrivaient plus à jouer, clairement c'était très compliqué, ils perdaient tout le temps leur service parce que c'était impossible pour eux de... D'ailleurs il y a vraiment eu très peu de double faute alors que pour servir dans ces conditions là c'est très dur, il fallait prendre la balle bien plus tôt au service. On voyait qu'ils voulaient très vite aller à la volée pour avoir le moins de temps possible avec la balle qui tourne. Les appuis c'était compliqué, c'était tout en retard sur la balle parce que la balle évidemment bougeait. Même quand tu es ancré sur le sol, la balle continue à bouger. Donc forcément c'était compliqué. C'était vraiment des conditions de dingue. Très dur pour jouer au tennis mais totalement légal pour jouer au tennis. Le vent ne permet pas d'arrêter un match de tennis. C'est même normal, c'est des conditions, en plus c'est pour les deux. Le vent c'était pour Alcaraz, c'était pour Nadal. C'est comme quand il y a le soleil et quand tu cercles, tu prends le soleil dans la tête. Le soleil, toi tu l'as et puis tu as l'adversaire qui va l'avoir 2 jeux après. C'est pour ça justement en plus qu'on a permis les changements de côté, c'est pour justement ne pas désavantager un joueur. Les changements de côté ça fait que tous les 2 jeux, tu te retrouves avec le vent soit face à toi, soit contre toi, soit en latéral gauche, soit en latéral droit.
Voilà, ça permet ça, changement de côté, ça permet de rééquilibrer aussi un petit peu cette histoire devant. Nadal qui s'en sort en troisième, à 3 partout, il a réussi à vraiment s'en sortir, alors qu'il a eu plein de balles de break contre lui justement en début de troisième set. Et c'est là qu'on voit que Nadal a encore un petit peu plus d'expérience, évidemment, que Carlos Alcaraz, et pas un petit peu plus de grinta espagnol par rapport à Alcaraz, mais qui je pense va apprendre de ce match, évidemment. J'avais dit contre Gaston, il allait apprendre de ce match. Il l'a plutôt bien fait en remportant derrière le Masters Next Gen, en allant au troisième tour, en perdant super tie-break contre Matteo Berrettini, en perdant là face à Rafael Nadal. C'est sa deuxième défaite de la saison contre Nadal. Ça va, il y a pire quand même comme défaite. D'ailleurs, en parlant de super tie-break, petit parallèle, en parlant de super tie-break perdu contre Matteo Berrettini, je suis totalement contre cette idée de super tie-break à 6 partout dans tous les grands chelems de l'année. L'uniformisation, c'est bien, mais l'uniformisation pour faire de la merde, ça sert à rien, c'est n'importe quoi. Roland Garros, on n'aura plus du coup les deux jeux d'écart, plus de 8-6, plus de 9-7, plus ce 9-7 de dingue entre Djokovic et Nadal en 2013. Je pense aussi à Benoît Paire Herbert dans les premiers tours pour les Français, ce 9-7 au 18. Ce Paul-Henri Mathieu contre Isner, 16-14, et puis aussi, voilà c'est les extrêmes évidemment, mais ce Isner m'a eu ce 70-68 qu'on ne verra plus jamais, m'a eu Isner qui peuvent du coup soulever la coupe du match le plus long de l'histoire, parce que ça n'arrivera plus, il n'y aura plus de 11h05, parce que voilà, le tennis a décidé de ralentir ses matchs. On va passer à quoi après? On va passer à 2-7 partout, on va faire un super tie-break dès le début, 5e set, après on va passer à quoi? À 2-7 gagnants pour remporter un... Là, je suis totalement déçu de ce que la position qu'elle prend le tennis. C'est vraiment, je trouve, un petit peu moche vraiment de faire ça. Et surtout, voilà, après on s'étonne que les jeunes n'arrivent pas à battre les vieux, entre guillemets, le Big Free. Mais le Big Free, ils avaient les Master 1000, ils avaient les finales de Master 1000 en 5 manches, ils avaient la Coupe Davis en 5 manches, ils avaient la finale du Masters en 5 manches, les Grands Chelems en 5 manches. Donc ils savaient comment faire pour tenir 5-7. Là, pour les jeunes, évidemment, tu arrives en 5e set, tu sais plus comment faire. Il n'y a que les Grands Chelems qui sont en 5-7. Et maintenant, tu vas voir cet aspect mental de dire il faut que je le break avant 6 partout. Alors par exemple, regardez Federer-Roddick en 2009, quand il gagne 16-14 Wimbledon 2009, Federer il disait je savais que j'avais tout mon temps pour breaker Roddick parce que je savais que c'était infini, le 5e set était infini et je savais que je pouvais le breaker à un seul moment et il fallait que je le break à ce moment-là. Et c'est ce qu'il a fait du coup à 15-14, donc il gagne 16-14 derrière. Là il pourra plus se dire ça, bon il n'y a plus Roddick mais il pourra plus se dire ça, il n'y a même plus Rodler, mais on ne peut plus se dire ça, on peut plus se dire bon bah à 7-7, à 8-8, je vais en profiter pour prendre son service. Non, il y aura un super tie-break en 10 points. Bon bah voilà, bravo le tennis, félicitations, on continue comme ça, c'est magnifique. Du coup on va parler aussi d'Andrei Rublev qui je trouve cale encore parce qu'il a vraiment une vraie chance de gagner Indian Wells, qu'on a vu d'ailleurs que Taylor Fritz a gagné Indian Wells, mais on peut se dire que Rublev a laissé passer une chance énorme. Rublev qui était normalement au-dessus de Fritz sur le papier sur le match, qui aurait dû battre Fritz, qui s'est totalement écroulé, hein, littéralement, il s'est totalement un petit peu mis la pression tout seul en se disant bah, Fritz je suis favori donc je vais pouvoir le battre. Rublev, voilà, qui était en plus sur une très belle série, on gagnait en Marseille, on gagnait en Dubaï, il était vraiment, je trouve, très très bien. Je disais beaucoup de bien dans Rublev ces derniers temps, bah là, un petit peu être plus modéré parce que c'est une mauvaise défaite, je trouve. Il fait une demi-finale, c'est très bien, mais il fait une mauvaise défaite, mine de rien, parce que Fritz, c'est prenable. Il perd pas contre Berrettini, il perd pas contre Djokovic, il perd pas contre Zverev. Non, il perd contre Fritz, un joueur qui doit normalement battre. Et il laisse passer sa chance, parce que d'ailleurs, la finale contre Nadal, il pouvait totalement la gagner. Il laisse passer sa chance. Le premier set qui revient de 5-2 avant de perdre 7-5 au final, dans un jeu très très long à 6-5. Et la fin de deuxième, il est au-dessus de Fritz. Et il arrive à littéralement s'écrouler. Le point à 30 à 5-4 pour Fritz dans le deuxième set. Franchement, à revoir, parce que il a un coup droit à penalty. Il est vraiment à 2 mètres du filet. Il la fout à 3 mètres dehors. C'est le résumé du match d'Andrei Rublev, hein, ça cale encore et je suis vraiment très déçu d'Andrei Rublev. Voilà, vraiment très très déçu d'Andrei Rublev. Tout de suite, on va passer à mes top flops de ce tournoi et il y en a plutôt pas mal. Alors, comme top flop, on peut déjà dire comme flop Daniil Medvedev qui évidemment va perdre sa première place mondiale avec une très mauvaise défaite contre Gaël Monfils. Gaël Monfils qui, pour moi, je le mets dans les tops parce que cette victoire elle est très importante, elle va vraiment être bien pour Gaël Monfils. Carlos Alcaraz évidemment est un gros top. Cameron Norrie je trouve quand même un top pas mal parce que je le voyais pas aller aussi loin tenir son titre et bah c'est ce qu'il a fait, il a vraiment été très bon. Brooksby est un top aussi parce qu'il a fait un super tournoi en battant Khachanov, en battant Tsitsipas qui est évidemment un flop. On a aussi comme flop évidemment Shapovalov. Franchement je suis de plus en plus déçu par Shapovalov qui perd contre Opelka. Opelka là c'était pas mal mais c'était pas non plus quelque chose de fou. En top on a évidemment Nick Kyrgios qui a écrasé Baez, qui a écrasé Delbonis, qui a écrasé Rude,
qui n'a pas joué contre Sinner, qui était malade, et qui fait un vrai match contre Nadal, qui aurait pu gagner ce match. Il a l'occasion de prendre le premier set, et il s'énerve tout seul. Bon, un geste inqualifiable à la fin du match, évidemment, quand il lance sa raquette. Alors évidemment, oui, c'est involontaire, et il veut pas toucher le ramasseur de balles. D'ailleurs, il le touche pas. Heureusement que le ramasseur de balles s'est écarté, mais c'est pas un bon geste en tout cas pour le tennis. C'est pas un geste qu'on aime voir chez Nick Kyrgios. On préfère le voir faire ses fantaisies sur le court. Comme flop, on a aussi Berrettini qui pour moi aurait pu aller loin quand même, mine de rien. On a Kekmanovic qui est un gros top. Fritz évidemment, qui est le top du top puisqu'il remporte le tournoi. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme top? On a Dimitrov, mine de rien, qui a profité du tableau de Novak Djokovic. Il a pris la place de Djokovic, donc évidemment il a profité de Novak Djokovic. Mais bon, c'est voilà, Dimitrov en ce moment c'était plus grand chose, donc c'est très bien qu'il aille en quart de finale. Voilà, bravo à Dimitrov, mine de rien. Voilà, c'était un petit peu mes top flops, un petit peu voilà à l'appel Zverev. J'ai oublié Zverev qui est évidemment un énorme flop. Alexander Zverev qui a perdu dès le début contre Tommy Paul. J'oublie Zverev. Félix Auger-Aliassime, je ne mets pas en flop parce que je trouve qu'il fait un bon début de saison. Donc ce serait un petit peu. Alors sur le tournoi, oui, c'est un flop, mais ce serait un petit peu le dénigrer son bon début de saison. Alors qu'un Zverev, justement, c'est un gros flop sur ce début de saison. On se retrouve très vite. Est-ce qu'on va faire un décryptage du tableau de Miami? Je ne sais pas trop encore. En tout cas, on parlera du tournoi de Miami, c'est évident. On espère avoir un très beau tournoi. Un tournoi où encore on aura peut-être un nouveau vainqueur de Master 1000, puisqu'on n'a ni Nadal, ni Djokovic, ni Federer. On a un Medvedev, on ne sait pas trop comment. Zverev, on ne sait pas trop comment. Tsitsipas, on ne sait pas trop comment. On peut avoir potentiellement un nouveau vainqueur de Master 1000. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.